Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir à notre soirée webinaire GNL, gazoduc et s'il y avait mieux. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord reconnaître que malgré le fait qu'on soit tous derrière ce soir nos écrans d'ordinateur, on est quand même tous situés sur des territoires non cédés des premiers peuples et on les remercie pour leur accueil. Donc, ce soir, s'il y avait mieux que GNL Québec gazoduc. C'est la grande question qu'on va se poser ensemble ce soir. Si vous étiez avec nous il y a 3 semaines, on vous a présenté déjà un webinaire sur les enjeux économiques du projet. En fait, on a déboulonné pas mal les mythes véhiculés par le promoteur à cette occasion-là. Et ce soir, en fait, on vous présente dans un deuxième webinaire plutôt une partie sur les alternatives. Parce qu'en gros, là, si on se fie au discours des promoteurs et de leurs sympathisants, au-delà des grands projets industriels, point de salut pour nos régions. Est-ce vraiment le cas? Et si au final, en fait, il y avait mieux pour nos régions? Si la transition écologique et sociale qu'on veut et qu'on doit mettre en place représentait en fait des opportunités incroyables, non seulement évidemment pour nos métropoles, nos grandes villes, mais aussi pour nos milieux régionaux. Donc c'est un peu de tout ça qu'on va vous parler ce soir. Pour justement en parler avec nous, nous avons la chance d'avoir 4 panélistes qui vont essayer justement de nous montrer qu'on peut faire les choses autrement et quelles pourraient être les alternatives. Donc, on les remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir. Dans l'ordre dans lequel ils vont présenter, tout d'abord, je vous présente René Audet. René est sociologue de l'environnement et titulaire de la chaire de recherche en transition écologique à l'UQAM. Suivra ensuite Yann Séguin, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui s'intéresse, lui, aux théories et aux expérimentations de la transition socio-écologique. Yann est aussi un des initiateurs de l'initiative Le Grand Dialogue Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont il va plus amplement nous parler ce soir. Ensuite, il sera suivi par Elsa Moulin qui est très impliquée dans le milieu communautaire depuis longtemps, qui est une ancienne employée du comité régional en environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est surtout en ce moment une membre très active d'Alma en transition, un groupe citoyen donc, qui œuvre à la transition dans cette région-là. Et enfin, nous finirons avec Jean Paradis. Jean Paradis, qui est un ancien directeur du collège d'Alma, qui est un militant de longue date. Il a notamment fondé l'organisme à but non lucratif Negawatt, qui s'occupait de toute la question de l'efficacité énergétique. Et il est surtout membre aussi depuis 2 ans de la coalition Fjord, donc un comité citoyen de justement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui s'occupe justement de préserver le fjord du Saguenay. Donc, merci énormément à tous et toutes d'être avec nous ce soir. Merci à nos panélistes. Sachez donc, les conférences vont s'enchaîner les unes après les autres. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les inscrire en fait dans le chat, soit du Zoom si vous nous regardez sur Zoom, soit sur Facebook si vous nous suivez sur la page Facebook de Nature Québec. Et nous aurons une période de questions à la fin. Je me ferai en fait la porteuse de vos questions pour nos panélistes. Et cette période de questions dure à peu près une 15-20 minutes là, en fonction de la durée des conférences. Voilà. Donc encore, merci beaucoup à tous et toutes d'être là. J'espère que vous allez passer une excellente soirée avec nous. Et sans plus attendre, je passerai la parole à René Audet donc, pour nous cadrer un peu la transition écologique dans son ensemble et surtout quel est le rôle un peu des milieux de vie des régions dans cette fameuse transition. À toi, René. Merci Anne-Céline. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais remercier les organisations qui ont préparé ce webinaire et qui m'ont invité. Comme vient de le dire Anne-Céline, on m'a demandé de cadrer le débat. J'ai un petit problème, c'est que je ne suis ni spécialiste des régions, ni des hydrocarbures ou de GNL Québec. Alors, j'ai des limites. Donc, je me suis demandé comment je pourrais cadrer le débat, peut-être en commençant avec la première intervention ce soir.
Je pense que pour m'inspirer, je me suis surtout servi du sous-titre de l'atelier, c'est-à-dire s'il y avait mieux. Et je pense que cette question dans le titre, elle vise à nous amener vers cette notion de transition sociale et écologique, ce qui tombe bien étant donné que c'est l'objet de recherche, mon objet de recherche principal comme sociologue et professeur à l'UQAM. Dans le fond, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par transition sociale et écologique aujourd'hui, peut-être pour justement comprendre quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'il y a de mieux finalement que les grands projets de développement industriel possiblement. Et ce n'est pas une tâche si facile de définir la transition sociale et écologique. Il n'existe pas réellement une définition entièrement partagée, bien connue, comme c'est le cas avec le développement durable, hein, qui est un concept qui a été publié dans des rapports internationaux, qui a même été encadré par des lois, pour lequel on connaît en gros la définition aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, il y avait d'énormes débats sur ce que veut dire le développement durable. Et puis, je pense qu'avec la transition sociale et écologique, on est encore à une étape comme ça où il y a matière à débat, où des acteurs sociaux, des acteurs économiques, des acteurs politiques euh, euh, tentent de définir la transition écologique, parfois en fonction de leurs intérêts, de leur vision du monde, etc. Ce qui fait en sorte qu'il y a une sorte de, on va dire, un conflit de définition sur la transition écologique et qu'il existe plusieurs définitions. Je voudrais en aborder deux principales, même s'il y aurait des nuances à faire et puis qu'on pourrait en dégager plusieurs autres. Mais disons deux courants de fond qui tentent de définir ce qu'est la transition. Et puis, peut-être dans la partie de conclusion de ma présentation, je reviendrai sur un aspect qui me semble un peu absent de ces deux définitions et qui pourtant pourrait contribuer à notre réflexion, notamment sur la transition écologique dans les régions. Donc, je dis de définir deux principaux courants qui définissent la transition. Le premier, c'est celui de la substitution technologique ou énergétique. On entend beaucoup parler d'économie verte ces temps-ci. On a vu le gouvernement Legault publier son plan 2030 sur son plan vert, où je crois qu'il porte même le titre d'économie verte. Alors, c'est un peu là-dedans qu'on se situe, dans cette vision de substitution technologique ou énergétique. Et là, ce qu'on entend par là, c'est que la transition va passer par le remplacement d'un ensemble de technologies, par exemple la voiture à essence, ou par des formes d'énergie, donc d'abandonner les hydrocarbures pour aller vers les énergies vertes. Alors, à première vue, c'est absolument louable et vertueux. Sauf que quand on analyse un petit peu les prémices de cette vision de substitution technologique, on se rend compte que c'est un peu comme dire que ce sont qu'en fait, le problème est un problème de technologie et un problème de comportement des agents économiques. Ce qu'on veut faire avec la substitution technologique ou la substitution énergétique, c'est en fait à travers le système économique actuel, d'essayer de transformer les comportements, que ce soit des consommateurs individuels ou des agents économiques comme les entreprises ou les organisations. Alors, pour faire ça, on va proposer une série d'incitatifs. Alors, ça peut passer par des programmes fiscaux pour encourager la rénovation verte, par exemple, au niveau des consommateurs individuels. Pour les entreprises aussi, il y aura toute une éco-fiscalité pour encourager l'investissement dans par exemple, des systèmes énergétiques plus verts, des technologies alternatives, etc. Donc, on joue vraiment sur l'idée du calcul économique qui est fait dans les choix de consommation ou les choix d'investissement.
Dans ce mode de pensée, les fondements de l'économie actuelle ne sont en fait jamais remis en question, ni l'organisation actuelle de la société et ce qu'on appelle le mode de vie occidental. On ne remet pas en question le libre marché, on ne remet pas en question la liberté d'entreprendre et toute une série de principes qui sont considérés quasiment comme des droits dans une économie de marché. Euh, En fait, au contraire, la transition écologique, elle est vue comme une opportunité pour renforcer ces mêmes fondements économiques et notre mode de vie actuel. C'est une opportunité pour augmenter la compétitivité des entreprises, par exemple. Dans le discours de l'économie verte, on insiste beaucoup là-dessus. Il faut que le gouvernement prépare le terrain pour des entreprises qui sont porteuses de technologies vertes, qui doivent se positionner sur le marché mondial, créer des jobs, ramener des capitaux, etc., etc. Donc, l'idée, c'est plutôt de continuer dans le système économique actuel et même de le renforcer à travers une transition écologique. Bien sûr, mon intention, ce n'est pas de dire que les technologies vertes ou les technologies alternatives ne serviront à rien. Effectivement, on peut penser que ce sera une composante importante des transformations à venir dans nos sociétés. Par contre, ce qui peut peut-être être un peu, disons, ce qui peut déranger un petit peu, c'est que souvent, les acteurs qui vont porter ce discours de substitution technologique sont parfois les mêmes qui vont parler, on dira parler des deux côtés de la bouche, qui vont d'un côté parler d'économie verte et de l'autre encourager la structuration et le déploiement je dirais, du régime des hydrocarbures. Alors, nos gouvernements, principalement, je dirais le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral, chacun à leur façon, proposent une transition vers l'économie verte et en même temps encouragent sous certains aspects, pas de la même façon, mais encouragent le déploiement de l'industrie des hydrocarbures. Bon, si on arrivait maintenant à la deuxième définition qui circule, si on veut, dans la société actuellement, je dirais surtout, cette deuxième, elle provient de la société civile et peut-être un peu aussi du monde universitaire. C'est une définition qui porte plutôt sur la réorganisation sociale, la réorganisation de la société québécoise, si on s'attarde plus spécifiquement à notre province. Bon, des exemples, bien, évidemment, il y a des innovations sociales qui se rattachent à la transition écologique, les innovations sociales urbaines que j'étudie ici à Montréal. Il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement des initiatives de transition et Elsa va l'aborder un petit peu plus tard dans le webinaire. Je dirais aussi que cette vision de réorganisation, de transition comme réorganisation sociale, elle a été portée récemment par le Front commun pour la transition énergétique avec son programme Québec Zen, zéro émission nette. On constate, c'est assez intéressant de voir ça, c'est que souvent les acteurs qui vont porter ce discours-là sont ceux qui se sont opposés aux hydrocarbures en premier lieu. Et on a l'impression que la lutte contre les hydrocarbures a donné lieu, s'est transformée, si on veut, d'une opposition à une posture de proposition. C'est ce qu'on voit avec, je pense, avec Québec Zen. Et donc, c'est quand même intéressant de constater que ce discours en particulier, il émerge de la société civile et il devient de plus en plus propositionnel. Et j'ajouterais qu'il est aussi très présent en région, qu'il a d'ailleurs une sorte de foyer d'émergence en région parce que c'est largement en région qu'on a combattu les hydrocarbures. Globalement, ce mouvement de réorganisation sociale, ou plutôt cette définition de la transition qui porte sur la réorganisation sociale, elle porte aussi un discours sur la relocalisation économique. Alors peut-être parfois on dira démondialisation.
Mais surtout, je dirais que les domaines qui sont le plus concernés, c'est l'économie alimentaire ou agroalimentaire. Surtout avec la pandémie, on en entend beaucoup parler, mais même dans les espaces urbains, avec l'agriculture urbaine, les systèmes alimentaires locaux, etc. C'est quelque chose qui est quand même très, disons, développé dans ce courant en particulier. Je pourrais parler aussi peut-être d'économie domestique. On met beaucoup l'accent sur l'échange de services, l'échange de biens, etc. Et peut-être un peu moins sur l'économie nationale ou l'économie mondiale dans ce type d'approche. C'est aussi une approche qui est beaucoup plus axée sur le concept de justice. On va parler de transition énergétique juste, par exemple. C'est l'idée d'intégrer dans notre vision des transformations sociales à venir et en cours une perspective de justice, et pas seulement de justice distributive, on pourrait dire, hein, d'inégalité économique, par exemple, mais aussi une justice de reconnaissance et une justice de participation. Non seulement on veut transformer, je dirais, l'état des inégalités, mais aussi on veut reconnaître de nouveaux groupes, reconnaître de nouvelles identités et s'assurer de leur participation. Alors, ça fait en sorte, et puis ça nous mène vers une autre caractéristique de cette approche, que ça valorise grandement l'idée du vivre ensemble. Une réflexion quand même assez approfondie sur l'idée de lien social. Je donnerai un exemple sur un des projets qu'on mène avec l'organisme Solon à Montréal, où on a mené des expérimentations de transition au niveau local. On élabore des projets avec les citoyens. Ça peut ressembler un peu au mouvement des initiatives de transition dans la forme et je dirais même dans le résultat. Mais ce qui est important, c'est que par la suite, on a, nous, étudié ce que les gens ont pensé de ces expérimentations et des projets qu'on a mis en place, des projets locaux. Et la principale motivation et la principale, si on veut, je dirais, gratification que les gens prennent de leur implication dans ces projets, c'est les nouveaux contacts avec les voisins, c'est le développement du lien social, c'est l'idée de faire communauté localement. Alors, c'est un exemple, hein, c'est un exemple qui est appuyé par les données de recherche que nous avons, mais bref, ce que ça veut dire, c'est que l'idée d'organisation sociale, de comment on va structurer la société et les relations entre nous dans le futur, c'est un objet central de cette vision de la transition. Je dirais aussi qu'il y a dans ce mouvement une recherche de relocalisation, mais cette fois-ci politique. Au niveau je pense qu'on est à la recherche de plus petites unités de gouvernance, unités socio-spatiales. Par exemple, nous, à Montréal, on travaille avec quelque chose qu'on appelle des milieux de vie. Les milieux de vie, ce n'est pas réellement une unité socio-spatiale formelle, institutionnalisée, c'est quelque chose qu'on a décidé d'appeler les milieux de vie et ça englobe quelques quadrilatères. Ça pourrait être aussi un village, ça pourrait être aussi un quartier. Bon. Je pense en fait que même la région comme unité socio-spatiale pourrait être aussi je dirais, un endroit ou un objet à explorer davantage pour la transition écologique qui, à mon avis, se situerait bien dans cette approche de la réorganisation sociale. Donc, il y a aussi l'exploration d'une gouvernance à des échelles socio-spatiales plus petites, comme je viens de l'expliquer. Alors, ça nous donne deux grandes visions de la transition écologique. On n'est pas certain encore qu'est-ce que ça voudra dire pour l'avenir. Il y a une sorte de conflit, je dirais, même si ce n'est pas un conflit armé, on n'est pas dans le conflit ouvert, mais il n'empêche qu'il y a des interprétations différentes de ce que veut dire la transition. Et peut-être que ces deux visions auront à s'affronter dans un futur plus ou moins proche. Maintenant, pour conclure, je dirais, je dirais que dans ces deux visions, il me semble y avoir une faiblesse ou une sorte d'angle mort qui est commun aux deux. C'est celui du rôle des institutions.
Les institutions, ce n'est pas seulement les institutions publiques, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement le droit, ce n'est pas seulement les lois. Les institutions, c'est tout ce qui régule l'activité sociale, c'est dans les pratiques, c'est dans la manière de s'organiser socialement. Et je pense qu'il y aurait une vision peut-être un petit peu plus approfondie à élaborer sur ce thème-là. Dans la vision technocentriste, on va souvent se limiter aux institutions économiques, comme je l'ai un peu décrit, avec les incitatifs, la fiscalité, le rôle que le gouvernement peut jouer pour encourager les investissements publics dans certains domaines, etc. Dans la vision plus de réorganisation sociale, on insiste davantage sur les institutions locales de gouvernance, par exemple les communs, qu'on voit émerger de plus en plus, qui est aussi, on pourrait dire, une forme institutionnelle. Et donc, on commence seulement à s'intéresser au rôle des institutions plus au sens large. Et je terminerai peut-être en indiquant 3 directions qui me semblent intéressantes donc, à réfléchir dans ce cadre-là. La première est peut-être un peu plus conventionnelle, c'est de repenser le rôle de l'État, simplement. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra difficilement éviter de revenir à une plus grande planification économique relativement centralisée, pas nécessairement totalement centralisée, mais il va falloir voir notre économie sur le long terme et je dirais aussi en fonction des limites planétaires. Aujourd'hui, le mot planification a très mauvaise presse, je dirais. C'est historique, hein? On a un peu peur du modèle soviétique encore. Pourtant, la planification, elle se fait, même si on ne la nomme pas, quand on va décider d'allouer des capitaux, par exemple, pour développer le réseau routier, bien, si ça, ce n'est pas de la planification, je ne sais pas qu'est-ce que c'est de la planification. Alors, on fait de la planification et on la nomme autrement, et ça, je pense qu'on devrait être plus clair là-dessus et il faudrait que notre planification économique elle, soit faite en fonction des limites planétaires, des limites des ressources et de la capacité des écosystèmes à absorber les conséquences des activités humaines. Alors, repenser le rôle de l'État, c'est une première direction. L'aménagement du territoire, oui, évidemment, un rôle absolument important des régions pour l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça va toucher la biodiversité, ça va toucher l'agriculture, ça va toucher la qualité de l'eau, ça va toucher la forêt, ça va toucher les communautés. Alors, c'est un enjeu qui est très transversal. C'est évidemment, là, c'est pas quelque chose qui est absolument impensé. Hein. On en parle dans le discours de la transition, mais puisqu'on est dans un webinaire sur les régions, je pense que c'est un enjeu central pour le thème de l'activité de ce soir. Troisième point, la délibération démocratique. Nos institutions de délibération démocratique, c'est encore quelque chose qu'il faut améliorer. Je pense qu'il faudrait que la gouvernance actuellement donne lieu à un sentiment de faire société. Qu'elle soit décloisonnée, qu'elle appartienne de plus en plus au mouvement citoyen et de contrer, en fait. Il faudrait que la gouvernance nous amène à contrer un siècle de processus d'individualisation pour nous ramener à un sentiment de communauté et de gestion collective de nos ressources communes. Alors, je termine là-dessus. Je pense qu'un exemple d'effort pour repenser la délibération démocratique, ça pourrait être justement le grand dialogue. Et puis, je ne le dis pas seulement parce que c'est Yann Segers qui va parler après moi, mais voilà, alors je serais bien heureux d'en discuter avec vous lors de la période de questions. Merci. Merci beaucoup, René. C'était très, très intéressant. Petit changement de programme, Elsa va parler avant Yann, mais c'est tout aussi... en fait, vous allez voir, l'enchaînement est beaucoup plus pertinent dans ce sens-là. Donc, je vais laisser la parole à Elsa. Vas-y, c'est à toi. Alors...
Voilà, le partage d'écran s'en vient. Vous voyez ça. OK, parfait. Donc, je vais vous présenter Alma en transition, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Alma en transition existe depuis 2014. Ça a été créé à l'initiative de personnes qui avaient beaucoup lu sur la transition, le manuel de transition, qui ont regardé ce qui se faisait dans d'autres villes en transition. Et puis, la force d'Alma en transition, puis sa faiblesse, ça a toujours été qu'on n'a jamais eu de réelle gouvernance. On est toujours resté un collectif, puis on n'a jamais voulu avoir une vraie gouvernance. Puis c'est une force et une faiblesse parce que on a plein de satellites à Alma. Vous allez voir dans ma présentation, on a plein de satellites, mais en même temps, c'est parfois une faiblesse parce qu'on n'est jamais capable de faire des réunions formelles. Bon, ça a certaines limites aussi. Puis, un des dilemmes à Alma en transition aussi, c'est que dans toutes les activités qu'on a fait, soit on fait des choses très concrètes, ou parfois on faisait des choses plus théoriques. Donc, les allers-retours entre la théorie et la pratique, ben, c'est ça, il y a toujours des allers-retours. Puis, on compte sur le grand dialogue aussi pour mettre un peu nos activités en perspective à un moment donné. Puis, ben, le grand dialogue apporte un nouveau souffle aussi. J'ai mis 2 liens que vous pourrez retrouver éventuellement. Je ne vais pas aller dessus, mais on a 2 sites web. En fait, on a un premier site web qui avait été fait qui présente, qui est plus théorique, on pourrait dire, qui présente tout ce que c'est la transition. Et puis un deuxième site qui a été fait cette année, qui était plus grand public, qui proposait plein d'initiatives à faire chez soi, que ce soit zéro déchet, achat local, etc. Donc, c'est intéressant parce que chacun se réapproprie le concept de Alma en transition, puis en fait ce qu'il veut, puis libre à lui, en fait, c'est ça. Puis en passant, je parle au nom de toutes les personnes qui œuvrent à Alma en transition. Quand on me demande combien il y a de participants, c'est toujours difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent notre page Facebook. Les membres impliqués, il y a tout le temps du monde différent. Sur la page Facebook, il y a tout le temps du monde qui dialogue. Puis, que ce soit pour la fête des semences, les plantations l'été, c'est ça, il y a toujours du monde, mais on a toujours peur de s'essouffler aussi parce qu'il y a du travail à faire. Donc, une des premières... Vous m'entendez bien, oui? Une des premières initiatives d'Alma en transition, puisque Alma en transition, le projet, c'était à la fois la transition énergétique puis la transition sociale. Donc, transition sociale, c'est plus de liens, moins de biens. Sachant que grâce à la transition sociale, forcément, ça va changer la façon de consommer puis les changements climatiques aussi. Donc, les partageurs, c'était un système d'échange local qui a été créé en 2014 où je me suis beaucoup impliquée. Puis, c'est tombé un petit peu à l'eau ces dernières années. Ça a eu une bonne dynamique au départ. Il y a 200 membres sur la base de données, qui est une base de données en passant qui est faite par Community Forge, qui est un hébergeur belge, c'est un logiciel libre. En fait, c'est un projet très intéressant. Et puis, le système a bien fonctionné, mais maintenant, il s'est un peu essoufflé. Mais par contre, on a le café communautaire L'Accès aussi à Alma, qui était un super lieu de vie, qui est un café à prix suggéré. C'est-à-dire que les gens peuvent payer ce qu'ils veulent. Donc, ceux qui ont moins d'argent peuvent avoir un repas gratuit. Ceux qui ont plus d'argent peuvent donner plus. Puis, c'est vraiment un beau lieu de vie où les gens se rencontrent et où on peut faire des activités aussi. Moi, je suis impliquée, par exemple, dans l'organisation des cafards, qui sont des soirées scènes ouvertes. Puis, le café est resté ouvert pendant la pandémie. Actuellement, on a le droit à 8 personnes au café. Donc, parce qu'il sert à lutter contre la solitude, il est encore ouvert. Et puis, c'était une initiative aussi d'Alma en transition qui a abouti à la création du café et puis qui est partie sur un concept aussi développement durable, zéro déchet, tout ça. Enfin, le concept a été bien pensé dès le départ. Ouais. Alma en transition, c'était aussi des forums, des conférences, des world cafés, des ciné-débats, des ateliers. Donc, comme je disais, toujours essayer de trouver des activités à la fois qui peuvent amener de la réflexion, puis à la fois qui peuvent rejoindre du grand public. Donc,
On a toujours essayé de faire ça. Puis, moi, je sais que quand j'ai découvert Alma en transition, c'était en 2015. Puis, il y avait une affiche en ville, il y avait plein d'affiches qui marquaient est-ce que si tu veux changer le monde, si la transition t'intéresse, viens nous rejoindre. Et puis, c'était un espèce de World Café, de forum qui se passait au Havre de l'Hospitalité, qui est un beau lieu à Alma, dans une grande salle. Puis là, on avait un repas partagé le midi. Il y avait des personnes qui nous présentaient les initiatives de transition à Alma, que ce soit le taxibus, qui est une initiative municipale, que ce soit les comités de quartier, les vergers collectifs. Puis là, je venais d'arriver à Alma, puis je me suis dit, c'est génial. Puis l'après-midi, on a eu un temps où on était tous assis en cercle. Enfin, il y avait au moins une centaine de personnes, puis où là, on échangeait un peu autour de ce qu'on rêvait, quoi. Là, par exemple, il y a eu un atelier vélo en 2016, comment préparer son vélo pour l'été. Il y a eu une autre activité qui était à la fois pratique et réflexion, c'était marcher la ville. Donc là, il y a des gens qui ont marché la ville pour essayer de repenser l'espace pour les piétons. Une autre initiative aussi, ce sont les vergers collectifs. Donc, on a à peu près 4-5 vergers collectifs à Alma. Le premier était le verger d'Ola, puis ce sont des vergers où ont été plantés des arbres et arbustes fruitiers de petits fruits boréaux, enfin adaptés au climat nordique. Donc, c'est intéressant. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça, le jardinage, les jardins. C'est vrai que ça, sur le plan social, c'est vraiment génial pour faire des choses ensemble. Donc là, ça aboutit à une signalisation qui avait été faite à l'époque en 2015, puis que la ville a repris cette année pour faire des pancartes dans le verger. Donc là, les fruits qui commencent à être à maturité pour certains, les gens peuvent savoir ce que c'est et se servir gratuitement. Une autre initiative qui est plus qu'Alma en transition, mais Alma en transition, qui est dans l'optique Alma en transition, ce sont les jardins Mistouk qui sont nés en 2016. C'est un territoire de 28 hectares, j'ai noté 28 hectares à peu près, qui est mis à disposition par la ville, où il y a à la fois des jardins communautaires, des jardins collectifs, un jardin de production maraîchère, une serre communautaire. Cette année, il va y avoir également une transformerie. Et puis, l'été passé, il y a eu des jardins de solidarité. Donc là, des jardins destinés aux organismes. Une autre initiative qui existe depuis 4 ou 5 ans, enfin, peut-être même 6, mais on n'a pas eu de fête des semences l'an passé, puis on n'en aura pas cette année. C'est la fête des semences qui a lieu au mois de mars chaque année. Donc, c'est un beau moment d'échange des semences qui réunit beaucoup de personnes, qui se tenait à Alma au début, puis maintenant ça se faisait à Larouche, dans une autre ville de la région. D'autres activités, c'est les fêtes de quartier. Il y en a dans le quartier Saint-Pierre, le quartier Riverbend, aussi des quartiers d'Alma qui sont sympas. Puis c'est vrai qu'à l'échelle des quartiers, c'est vraiment le fun ce qui peut se faire. Là, il y a un four à pain qui a été fait dans le quartier, des fêtes de quartier, des plantations. Donc, c'est intéressant. Moi, quand j'ai travaillé au Conseil régional de l'environnement, je me suis occupée d'un projet qui était un peu de fédérer les jardins déjà existants qu'on a appelé le réseau nourricier. Là. Donc, j'ai eu la chance de travailler un peu pour Alma en transition salarié, mais c'est très frustrant parce que quand on est déjà bénévole dans un mouvement puis qu'on essaye d'être salarié, on est toujours insatisfait. On a notamment planté le verger des Plaines Vertes avec 200 élèves d'une école secondaire, donc c'était le fun. Puis un tournant d'Alma en transition, si on peut dire, qui a été instauré un peu grâce au verger collectif, c'est le dialogue avec la municipalité. C'est sûr que les vergers collectifs puis les jardins Mistouk aussi ont fait un tournant parce que la ville a mis à disposition des terrains gratuitement, puis on a vu qu'on était capable de demander des choses à la ville, puis d'instaurer un dialogue en fait. Puis en novembre 2018, on a été demandé au conseil municipal qui signe la déclaration d'urgence climatique. Et on était environ 60 personnes au conseil municipal. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est sûr que c'est ennuyeux les conseils municipaux, mais oui, on peut y aller, puis on peut demander des choses. Puis
La ville n'a pas signé la DUC, mais on a vu qu'on avait notre mot à dire aussi. En 2019, on a fait des marches pour le climat également. Puis la ville a embrayé un peu le pas aussi, a fait certaines initiatives. Ils ont fait par exemple un coffre à jouets communautaire dans le verger de l'art. En 2019, on a fait également une semaine de l'environnement avec des conférences, ateliers, etc. Et puis les amis que vous voyez là ont donné une nouvelle... Enfin, tout le monde donne des nouvelles dynamiques en fait, mais eux, ils ont fait une série d'entrevues sur les radios locales, genre Planète Radio, Kik FM, même des radios poubelles à la limite, où ils sont allés parler du zéro déchet, de mode de l'achat local et ça. Puis c'est le fun aussi, c'est ça, Puis ils ont des entrevues, beaucoup d'entrevues à la radio, dans les journaux. Puis il y a un copain qui a été dans des fast-foods, demander s'il pouvait ramener ses contenants. Enfin, il a fait des capsules comme ça, puis ça a donné une touche un peu grand public. Parce que on ne veut pas prêcher juste à des convaincus aussi. Activité ramassage de déchets également. En juin 2020, malgré la pandémie, on a planté 400 arbres avec le soutien d'Arbres Révolution à Alma. Puis une autre initiative d'Alma qui n'est pas directement d'Alma en transition, mais dont je suis membre, c'est le collectif des femmes immigrantes. Puis ça reflète aussi cette dynamique qu'on a à Alma de faire des choses, puis souvent en collectif aussi. Une autre initiative, c'est les Butineurs, qui est un groupe de cueilleurs. Ça, c'est une amie d'Alma en transition qui a lancé ça. Elle a décidé de lancer son organisme pour avoir plus de visibilité, puis de pouvoir aller chercher des subventions. Donc, le principe des Butineurs, c'est un groupe de cueilleurs. Et puis, le principe est que on cueille des fruits et légumes sur le terrain, soit des maraîchers, soit des particuliers. Et puis, le principe, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour les participants, un tiers pour des organismes, et puis un tiers pour les maraîchers. Un autre projet à venir, c'est une serre communautaire. Elle devait être dans le quartier Saint-Pierre, mais elle va être dans une école secondaire, finalement. Là, j'ai mis des liens pour ceux qui voudront aller voir si le PowerPoint est partagé. On a eu un article dans 1.5, la revue 1.5. Le dialogue avec la ville a débouché aussi sur un appel de projet en développement durable, donc ça, c'est le fun. Puis récemment, c'est sûr qu'on est un peu essoufflé, comme je disais, mais on se bouge quand même. Récemment, il y a une maison des aînés qui est en train d'être construite à Alma, puis où il y a eu un gros déboisement dans un parc d'Alma, qui est un lieu de vie pour les citoyens, un parc urbain. Puis le déboisement a été un petit peu extrême. Puis là, bon, on s'est dit, tiens, on va aller prendre des photos dans le parc puis interpeller les citoyens. Donc, on n'a pas de réponse sur ce qu'il faudrait faire, mais on a lancé un dialogue. Puis, c'est ça, j'ai mis aussi une image du grand dialogue qui a relancé un peu un nouveau souffle. Et puis, on fait partie également du réseau Demain le Québec. Ça aussi, ça nous donne de l'énergie. Et puis, ces dernières semaines, on a décidé de s'inviter au conseil de ville à nouveau, puis là, d'inviter aussi les citoyens à poser des questions, que ce soit sur les pesticides, sur la réutilisation, etc., pour sonder un peu les élus sur ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ouais. C'est parfait, merci beaucoup Elsa, vraiment très très inspirant de voir effectivement des citoyennes et des citoyens s'investir dans leur communauté et mettre en place des projets qui peuvent paraître à très petite échelle, mais qui en inspirent d'autres et au final, petit à petit, ça devient une espèce de grappe de projets alternatifs et qui font effectivement le tissu social, le noyau là, sur lequel toute la transition écologique et sociale peut se construire. Et pour en parler justement de manière beaucoup plus large, en tout cas, et à partir d'une initiative très concrète, nous allons donc donner la parole à Yann Seger maintenant, qui va nous parler du fameux grand dialogue Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yann, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à venir discuter avec des amis d'Alma, des collègues de Montréal et des collègues aussi du lac, genre, ou de Chicoutimi. Donc, si la région est à l'honneur, on pourrait dire que ce soir, c'est pas mal le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est à l'honneur. Mais écoutez, hein, on va faire avec ça. Donc, merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous entretenir sur une initiative qu'on est en train de mettre sur pied depuis environ 1 an et qui commence à porter ses fruits actuellement et qui s'appelle le Grand Dialogue régional pour la transition sociale et écologique. Alors, Elsa, tu as glissé un mot sur le fait que ça peut peut-être donner un souffle à Allemand en transition, le Grand Dialogue. Tant mieux, ça me fait plaisir de l'entendre, mais en fait, l'idée derrière le Grand Dialogue régional, c'est que depuis plusieurs années, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, 30 ans même si on remonte un petit peu plus dans l'histoire, le territoire du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît toutes sortes d'initiatives en termes de développement durable, en termes de transition maintenant. Et dans les 10 dernières années, on a remarqué que les initiatives de transition étaient extrêmement fécondes et qu'elles se multipliaient sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a donc commencé à dire, mais si toutes ces initiatives-là essaient d'émerger dans leur petit village, dans la ville ou dans le fond de leur rang, parce qu'on a aussi des villages éloignés dans la région, comment est-ce que ces gens-là, ces groupes-là peuvent espérer transformer des systèmes? Parce qu'en fait, c'est là la question du grand dialogue, c'est qu'on s'intéresse au changement on s'intéresse au changement plus profond, c'est-à-dire qu'on se doute que les changements individuels, que les changements qu'on fait dans nos micro-communautés sont très intéressants pour mobiliser, pour se conscientiser et pour même se mettre en action soi-même. Mais on se rend compte maintenant que si on veut changer d'échelle, il faut qu'on change d'échelle d'action. C'est-à-dire que si on veut que ces actions-là se multiplient et puissent en fait devenir une certaine normalité, il faut donc qu'on change d'échelle et qu'on sorte en fait des initiatives individuelles et de groupes et qu'on s'attaque donc à la région. Et ça, c'est un petit peu le pari du grand dialogue, c'est donc de réfléchir la transition au niveau régional. Et donc, on voit ici l'espèce d'identité visuelle où on peut voir un peu une carte topographique avec des montagnes, éventuellement un fjord, éventuellement le lac Saint-Jean et un itinéraire qui traverse une région mouvementée. Et c'est un petit peu cette idée-là de dire que le chemin, le grand dialogue, je vous parlerai du mot dialogue, c'est un chemin complexe qu'on va emprunter sur un chemin accidenté. Et donc, l'objectif du grand dialogue, c'est essayer de trouver un chemin qui nous permette de passer à l'état actuel des choses vers une région qui s'est pris en main avec autodétermination dans un esprit d'autodétermination pour la transition. Et donc, c'est un petit peu, on voit aussi à travers cette image qu'il y a des allers-retours, qu'il y a des boucles. C'est parce que la ligne ne sera pas droite, on va faire des erreurs, on va devoir reprendre, on va devoir repenser nos trucs pour être capable d'y arriver. Parce que la démarche, elle a un objectif de transformation sur du long terme. Et donc, cette démarche-là, elle est issue d'une douzaine de citoyennes et de citoyens de l'ensemble de la région. Donc, ce n'est pas des organisations en tant que telles qui lancent le grand dialogue, mais c'est vraiment des individus, des citoyens et citoyennes qui sont répartis sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc de Saint-Félicien jusqu'à Saguenay, on n'a pas encore des gens, mais ça va venir. Le territoire est grand. Et donc, c'est vraiment une démarche citoyenne. Et notre petit slogan, c'est « On le sait, on a tout, on le fait ». On le fait. Donc, on le sait qu'il y a des enjeux socio-écologiques qui sont importants, qui sont brutaux, qui déstabilisent nos milieux de vie, nos communautés. On a tout, ça veut dire que dans la région, on a des ressources. On a de la forêt, on a de l'eau, on a des humains, on a de l'intelligence, on a des connaissances, on a tout ce qu'il faut pour être capable de développer notre région autrement. Donc, alors là, l'idée, c'est qu'on le fait. Et donc, pour le faire, par contre, il faut aussi comprendre qu'on veut travailler avec beaucoup de gens. C'est une démarche qui est territoriale sur une région qui est immense. Donc, l'idée du dialogue, elle est là, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en dialogue les différents groupes déjà actifs dans la région pour essayer de trouver une manière de réfléchir ensemble à créer
d'abord et avant tout une espèce de grande animation générale sur l'ensemble du territoire. Donc, ça va prendre la forme de discussion. Ben là, avec la pandémie, c'est sûr qu'on est un petit peu dans le jus, là, mais l'idée, c'est de faire toutes sortes de dialogues, donc dans toutes sortes de milieux, à propos de différents thèmes. On a à peu près 21 thèmes qui concernent directement la région. Et l'objectif de cette démarche-là, c'est d'une part de créer ou de co-construire un nouveau narratif, un nouveau récit de développement pour la région, ou de transformation, et de faire une espèce de feuille de route concrète pour y arriver. Et tout ça, ben, sur la base d'une expérimentation sociale, ça je vous en parlerai un peu, parce qu'on est en train de s'organiser, parce que René parlait tout à l'heure de planification, ben, toute cette démarche-là, elle est vraiment planifiée, complexe, et on va rentrer dans le détail un petit peu. Mais donc, cette démarche-là, elle est, bon, on dit qu'elle est inédite, c'est l'ampleur territoriale qui est inédite, mais aussi elle se place dans une logique qui est disruptive, c'est-à-dire qu'il y a des discours actuellement sur le territoire qu'on pense qu'ils doivent être fondamentalement transformés. Il y a un mythe de développement où il y a une espèce de récit industriel dans la région qu'il est possible de transformer pour être capable de faire un développement qui est autre. Et tout ça, ben, à travers une espèce de démarche de démocratie participative, on va essayer de faire les choses autrement. Et ça, sur une base citoyenne. Je suis un peu nerveux de vous parler de tout ça, je suis un peu désolé. Alors, contexte et multicrise, je vais passer assez vite là-dessus, mais l'idée là-dedans, c'est que si le grand dialogue arrive en scène maintenant, je vais arrêter de partager 2 secondes, c'est parce que ben, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est aux prises avec des grands enjeux. Vous êtes conscient qu'on parle de GNL, entre autres, et que dans les dernières années, ben, la lutte contre GNL, que l'organisation de GNL sur le territoire a évidemment constitué une grande, et ce n'est pas terminé, controverse socio-environnementale. Donc, la région, elle est vraiment déchirée à travers ce projet-là. Elle est déchirée, mais il faut le comprendre, à l'intérieur d'une région, elle est déchirée dans les familles, dans des villages, des gens qui se chicanent ouvertement, ça se chicane aussi à la radio, dans la place publique aussi. Donc, c'est vraiment tendu comme situation. Et il y a une espèce de fracture qui existe actuellement sur le territoire. Et puis, ce n'est pas dû uniquement à GNL. GNL, c'est le dernier projet en date qui a provoqué tout ça et qui nous amène à réfléchir autrement. Mais il faut comprendre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi une région ressource, entre guillemets, et qui est habitée par un développement industriel. Si GNL, c'est le dernier projet en ligne, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des projets comme Ariane Phosphate, Métaux BlackRock, on a aussi des grosses industries comme Rio Tinto, Alcan, plusieurs compagnies forestières. Donc, le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est fondamentalement, dans l'histoire qu'on essaie de se raconter, une histoire industrielle. Et c'est pour ça que GNL s'insère bien dans ce discours-là, parce que c'est une compagnie qui vient de l'extérieur, qui travaille les ressources naturelles et qui les exporte ailleurs, comme à peu près tout ce qui existe en termes industriels au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a comme un mythe qui est actuellement en train de se faire, je dirais, qui est en train de se faire réinterpréter. C'est-à-dire que ce mythe du développement industriel, ce discours-là, ben, en fait, il n'est plus suffisant. Et c'est là que, d'un côté, il y a cette idée de moteur à réaction, la coalition FIOR, qui ont travaillé à s'opposer au projet, mais qu'à côté de ça, ça prend aussi, et pendant, ça prend une force de proposition. Et c'est là que le grand dialogue vient travailler, c'est-à-dire qu'on se fait souvent dire que, ben, qu'est-ce que vous proposez, vous autres? Ben, attendez 2 secondes, on a quelques idées, et le grand dialogue sert donc à proposer l'ensemble de ce que la région veut sur cette idée de transition. Donc, quand on écoute un petit peu le discours pro-GNL ou des gens qui parlent de GNL, on entend souvent que ce qu'ils veulent, on va réfléchir en termes de besoins, c'est on veut des jobs stables, on veut des jobs qui sont bien payés, on veut avoir un accès à la nature, on veut avoir un retour des jeunes au Saguenay, on veut développer une économie régionale, prospère et tout ça. Donc, si on s'entend sur les besoins, des jobs stables, un accès à la nature, des jeunes qui reviennent en région, bien, il y a plusieurs moyens de trouver des alternatives à GNL pour répondre à ces besoins-là et de transformer un petit peu ce récit industriel vers un récit de transformation sociale et écologique. Et ça, c'est la première étape du grand dialogue, c'est d'essayer donc de construire un récit qui va nous permettre de pouvoir penser autrement notre relation au futur. Et ce récit-là est déjà en train de se construire parce qu'elle seule l'a montré, il y a toutes sortes d'initiatives
qui existent. Et ces initiatives-là sont déjà en train de transformer les milieux, les régions et les organisations. Donc, c'est déjà en train de se faire, mais le grand dialogue, l'objectif, c'est de réunir tout ça, tous ces gens, tous ces groupes qui sont très éparpillés sur le territoire et qui ne se connaissent pas, parce qu'on a des gens qui travaillent dans le domaine communautaire, qui travaillent dans les réseaux alimentaires, qui travaillent dans la protection des personnes aînées, qui travaillent avec les gays et lesbiennes, qui travaillent avec toute la diversité, je veux dire, qui existe dans les genres, qui travaillent avec les questions bon, tous ces grands enjeux sociaux-là. Ces gens-là ont besoin de se relier ensemble par le dialogue pour essayer de construire donc notre cœur, c'est-à-dire quels sont nos besoins collectifs, quels sont nos rêves, nos aspirations et surtout nos forces, qu'est-ce qu'on a entre les mains pour être capable d'imaginer ce récit. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on a comme secteur d'action? C'est quoi nos initiatives? Où sont-elles situées? Dans quel milieu on peut aller les connecter? Comment est-ce qu'on peut les faire révéler? Comment on peut les faire relever? Et finalement, comment être capable de construire une espèce de feuille de route, un plan d'action concerté qui va être capable d'appliquer tout ça concrètement. La démarche est assez simple. On crée un récit et on essaie de l'appliquer, mais dans un objectif, je dirais, très concret. L'objectif, ce n'est pas le dialogue pour le dialogue, c'est un dialogue de construction, de liaison pour se reconnaître sur le territoire et savoir que dans les petits villages comme Sainte-Rose-du-Nord ou dans les plus grands villages comme Saint-Félicien, ben, il y a des gens qui travaillent à transformer leur région. Et donc, notre peut-être réflexion tourne autour de ça, tête, main, cœur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de... Où est-ce qu'on travaille, avec quels outils on est capable de le faire et basé sur quelles valeurs dans un territoire qui, lui, est gigantesque. Bon, ça, je pense, ces idées-là, ce grand dialogue est basé sur un ensemble de valeurs qui doivent être encore travaillées, mais qui partent du respect, de la bienveillance envers toutes les formes de vie, mais aussi le partage et le plaisir, parce que dans l'histoire de la transition, il y a cette idée de partage et de plaisir. Pour arriver à faire ce grand projet-là, on a imaginé une trajectoire, on a imaginé un itinéraire qui se détaille ainsi, c'est-à-dire que la germination, donc toute l'idéation du projet, c'est un comité, un cercle de 12 personnes qui ont travaillé environ 6-7 mois à réfléchir le projet, à le travailler, à s'entourer de personnes pour être capable de le challenger, puis de s'entourer de plein de gens qui, éventuellement, eux, étaient déjà connectés avec des réseaux sur le territoire. Et ce cercle de germination a donné lieu, après un lancement qui a eu lieu au début de l'automne, à ce qu'on a appelé le cotylédon. Donc, c'est la deuxième étape, si on veut, de la croissance de la plante. Et c'est là où on est actuellement, cette germination-là. On tourne autour de 135 personnes qui sont impliquées, 80-90 personnes qui sont impliquées, je dirais, à toutes les semaines maintenant, dans ce qu'on va appeler les différents cercles de travail. Et ce cotylédon-là, ce sont les personnes les plus mobilisées, les plus intéressées, les plus convaincues, je dirais, donc il ne faut pas convaincre, et qui vont être prêts, une fois bien structurés et qu'on a bien réfléchi, à être capables d'aller connecter avec les ramures, c'est-à-dire avec les différents réseaux qu'on va être capable de connecter. Et ça va nous éloigner, en fait, de notre zone de confort parce qu'on va sortir des personnes qu'on connaît bien puis des réseaux, en fait, qu'on connaît bien. Là, on va aller contacter des personnes avec qui on va débuter un autre type de dialogue pour dire, bien là, comment est-ce qu'on est capable de s'organiser ensemble. Et ça, cette idée-là de ramure, c'est pour ensuite connecter les feuillages. Ça, c'est à travers les animations, à travers les grands dialogues qu'on va organiser sur le territoire. Bien, ça va être tous les gens qui vont y participer et qui vont donc, en fait, être capables d'amener leurs idées. Et dans chacune de ces étapes-là du processus de dialogue avec les différents groupes, personnes, et on va collecter, en fait, toutes ces données-là. On a ce qu'on appelle un cercle de recherche. Je vous montrerai ça ici, qu'on voit ici, le cercle analyse et recherche, où toutes ces données-là sont connectées, collectées et analysées pour être capable de pouvoir, justement, entre autres, construire ce narratif et ce grand plan d'action. Et pour faire tout ça, la démarche de notre... là, je vous explique un peu la grande démarche, mais comment on est structuré, terrain, comment on fonctionne. Donc, on revoit un peu ici l'espèce de trajectoire, germination, cotylédon, ramure et feuillage. Et là, on est en train actuellement de travailler à constituer le cotylédon. Donc, ça, on fonctionne par cercle de travail inspiré de la sociocratie un peu, bon, avec toutes sortes de variantes. Et chacun de ces cercles-là, donc le cercle de pilotage ici, on dirait que c'était les 12 personnes qui ont démarré le projet et qui tranquillement se mettent à différents endroits aussi dans le schéma ici. Mais cette idée-là de sociocratie, c'est-à-dire que là, on veut organiser cette transition-là de manière autodéterminée, de manière citoyenne, puis par
démocratie participative. Et donc, ça, c'est une représentation, je dirais, terrain de comment on peut le faire. Donc, on expérimente notre gouvernance qu'on voudrait à travers l'expérimentation. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le cercle de pilotage, c'est lui qui est plus, je dirais, qui travaille la vision, en fait, du projet. Et ce cercle de pilotage-là accompagne les différents cercles qui sont en démarrage. C'est un cercle éthique, admin et finances, communication, animation, analyse et recherche. Et dans chacun de ces cercles-là, on s'entend que c'est toutes sortes de citoyens. Et chacun des cercles compte environ à peu près une vingtaine de personnes actives actuellement. Donc, ça, c'est ce qu'on en est. Et ça, ce travail de Cotylédon structure la démarche. Et là, bien, tranquillement, à partir du mois de mars, avril, on va commencer le dialogue dans les différentes branches qu'on appelle branche jeunesse, branche économique, branche politique, pour être capable d'entamer ce grand dialogue-là. Et toutes, encore là, ces discussions qui vont avoir lieu là vont encore là être traitées, analysées pour constituer la feuille de route et le narratif. Et toutes les personnes qui vont donc partager ces moments-là seront ce qu'on appelle le feuillage. Et il existe aussi, évidemment, toutes sortes d'autres écosystèmes à côté. Parce qu'à travers les branches, on va connecter avec les Premières Nations, par exemple, qui sont un écosystème à eux seuls, mais comment entretenir des bonnes relations avec eux, qui sont eux aussi en démarche de revendication territoriale. Donc, comment faire un dialogue sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec d'autres groupes humains, d'autres premiers peuples qui veulent aussi travailler dans cette même direction-là, mais avec des enjeux complètement différents. Comment trouver les bons liens. Donc, c'est ça le dialogue. C'est la voie. Je vous dis, la situation est un peu conflictuelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est vraiment dans une tension. Il y a comme un discours le discours économique que René analysait un peu tout à l'heure, qui est très présent aussi. Comment être capable de le modifier? Bien, on pense qu'avec le dialogue, en étant capable d'aller connecter chacune de ces branches-là, bien, on va être capable d'aller chercher dans chacune de ces branches-là les 3, 4, 5, 10, 15 personnes qui sont déjà dans leur organisation en action. Et ainsi de suite pour aller être capable de coloniser un nouvel écosystème. Et donc, pour pouvoir se faire là, pour faire ce genre de travail-là, bien, on travaille avec beaucoup de gens différents, avec des avis différents, avec des postures différentes, des visions du territoire différentes, puis c'est ce qu'on veut, on veut travailler dans la diversité. Mais on travaille avec des outils de dialogue pour accompagner tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a toutes sortes de fonctionnements dans nos cercles qui nous permettent de pouvoir mettre les côtes au centre, qu'on parle bien, qu'on entend les différentes voix, qu'on va travailler avec toutes sortes d'émotions et que tout ça, c'est très difficile. Donc, on accompagne en fait le groupe dans l'apprentissage du dialogue et de la démocratie participative et ça, c'est en train de se faire. Et ça, c'est aussi pour apprendre à travailler autrement parce que ces gens-là qui participent, par exemple, à la branche politique qui a été rencontrée pour la première fois la semaine dernière, bon, il y a une vingtaine, un peu plus de personnes qui étaient présentes et c'est des gens qui sont dans différents villages et qui veulent éventuellement se présenter aux prochaines élections municipales. Donc, on avait un bassin d'une vingtaine de personnes qui ne se connaissaient pas et qui, tout d'un coup, avaient une volonté commune de se présenter dans différentes municipalités. Bien, cette rencontre-là, elle a permis une sacrée rencontre, en fait. Ça veut dire que là, il y a des gens dans différents villages qui savent qu'ils vont travailler ensemble à développer une espèce de vision commune de la transition régionale qui vont aller porter dans les différentes municipalités. Puis, on parle de grandes municipalités comme Chicoutimi, comme Alma, mais on a des toutes petites municipalités aussi, où la lutte, pas la lutte, mais où le travail pour se faire élire dans la municipalité peut être moins grand aussi qu'à Chicoutimi ou à Alma, bien qu'on ait des élus alliés à Alma et à Chicoutimi. Pour revenir aussi au cercle de travail, bien, comme je vous dis, on développe un peu cet esprit de démocratie participative, donc comment être capable d'appliquer au quotidien en fait, une manière de décider, de fonctionner, qui serait celle un peu qu'on aimerait expérimenter à l'autre échelle, à l'échelle politique. Bien, on est inspiré par toutes sortes de trucs. On parle des communs, de sociocratie, d'organisations apprenantes et compagnie. Donc, on essaie de former, de s'auto-former, parce que c'est vraiment, on est aux limites de nos connaissances actuellement. Personne n'a jamais fait ça, ce qu'on est en train de faire ça, du moins dans notre entourage. Donc, on essaye d'apprendre en faisant. Mais à travers des grands principes éthiques, à travers une vision politique et à travers cette vision de participation. Bon, ça, je passe un peu, mais il y a des fonctionnements particuliers dans les cercles. Et tout ça pour dire que le grand dialogue est actuellement un grand bricolage, c'est-à-dire qu'on essaye de coller ensemble des éléments de science, de théorie scientifique. On essaye aussi de les voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche sur la transition, comment appliquer les meilleures pratiques, ce qui a été étudié, puis essayer de les reproduire à notre échelle. On essaie de travailler avec
toutes sortes de gens qui sont déjà sur le territoire, déjà en action. Par exemple, le groupe d'Allemands en transition qui sont déjà motivés, déjà mobilisés, qui travaillent déjà à fonctionner. Bien, eux, ils trouvent que c'est un peu ralenti de devoir encore se mettre au dialogue. Donc, il faut qu'on travaille avec différents rythmes pour qu'on n'arrive pas en même temps, mais qu'on arrive à être capable de travailler bien en même temps sur ce narratif-là. On a un financement approximatif, évidemment. On a une coordonnatrice, on a du financement de Béati pour le Grand Dialogue pour une durée de 3 ans. On travaille aussi avec des professionnels de recherche. On a des collègues qui travaillent à l'Université de Chicoutimi qui peuvent trouver des ressources pour pouvoir payer des personnes qui peuvent travailler dans des cercles de recherche au sein du Grand Dialogue. Et on travaille avec une panoplie d'organisations partageantes où on collectivise des fonds de tiroir, des petits 2000 pièces à gauche, 5500 pièces à droite qui permet finalement de construire un petit site Internet. On collectivise des savoirs et des compétences dans les organisations aussi parce qu'on travaille avec beaucoup d'organisations autour. Et finalement, on collectivise aussi un peu les comptes en banque pour être capable, vu qu'on n'a pas d'existence légale. Le Grand Dialogue, pour l'instant, on est une structure qui se tient par les gens, en fait. Mais donc, ça nous prend des organisations amies pour pouvoir fonctionner pour le moment. Donc, voilà, ça prend aussi des gens vraiment motivés parce qu'on a beaucoup de rencontres dans une semaine et du temps dédié. Alors, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous raconter là, dans l'ordre et dans le désordre. Excusez-moi ma nervosité du début, là, mais voilà, c'est la première ou la deuxième fois que je présente le Grand Dialogue officiellement. Alors, voilà, c'est un gros morceau. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Yann, toujours aussi inspirant et crois-moi, t'as pas du tout eu l'air fou, t'as juste l'air passionné, puis effectivement, l'aventure dans laquelle que tu viens de nous conter est tout vraiment excellente, là, puis très passionnante, donc bravo. On voit là, qu'effectivement, la transition écologique et sociale qu'on veut faire demande évidemment de s'impliquer, demande de l'énergie, mais c'est tellement nécessaire et surtout tellement des beaux projets, des belles opportunités. De se réapproprier l'espace collectif, l'espace politique, mais aussi tout simplement d'aller à la rencontre de l'autre avec un grand A pour justement faire face aux défis qui s'en viennent et les affronter collectivement. Parce que c'est certainement pas tout seul qu'on s'en sortira. Puis Dieu sait que repenser les modes de transport, repenser notre agriculture, repenser notre manière de nous vêtir, par exemple, en tout cas, bref, notre consommation de manière générale, ça demande vraiment beaucoup de cerveau pour arriver à trouver les solutions adéquates. Encore merci beaucoup. Nous allons passer maintenant la parole à Jean Paradis qui, lui, va nous parler d'un enjeu très spécifique, celui de l'énergie et particulièrement celui de notre chère hydroélectricité. Donc, Jean, je te laisse la parole. Merci. Oui, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Parfait, Jean. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez vu la présentation qui était sur l'accueil de la journée, donc je ne me présenterai pas plus que comme étant un militant là, de la protection du territoire particulièrement. Je suis responsable plus des dossiers énergétiques, entre guillemets, énergétique électrique, pas énergétique gaz, naturellement. Pour la coalition FIAR, je fais partie du comité de coordination depuis maintenant 2 ans. Mon plan de présentation, en fait, c'est, je vais vous parler du potentiel d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, ce potentiel-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous parler d'une entreprise Négawatt. Par après, je vais faire un petit éditorial. Je me permets un éditorial en plein milieu de ma présentation. Comme ça, je vais être sûr que vous l'avez bien entendu. Puis après ça, je vais vous parler d'une mauvaise expérience de consommation d'énergie électrique dans le projet GNL. Je vais tenter de changer. Voilà. Donc, s'il y avait mieux à faire avec notre hydroélectricité, c'est vraiment ça mon thème. Je vais m'attarder. J'ai de la misère avec le dialogue. Excusez-moi, là, c'est difficile à...
Voilà. OK, donc j'ai pris le contrôle de la chose. Là, je vais vous parler particulièrement d'énergie, naturellement, puis l'énergie est au cœur de l'avenir de notre province, de notre pays, de la planète, on le sait, et c'est au cœur aussi de notre « s'il y avait mieux ». Et moi, je vais retenir particulièrement une présentation sur le secteur électrique et je vais vous parler d'une opportunité, en fait, qui est à nos portes. Oui? Non, je vais me permettre de te couper 2 petites minutes. Est-ce que tu pourrais essayer sans tes écouteurs? Parce qu'il y a comme une espèce de sifflement qui est assez désagréable. Est-ce que ça va mieux? Non. Débranche tes écouteurs de ton Je les ordinateur. enlève complètement, c'est ça? Ouais. Oh my God, ça va C'est beaucoup mieux mieux. maintenant? C'est parfait et on t'entend très bien comme ça. Désolée pour l'interruption. Oui, est-ce que c'est mieux? C'est parfait. OK, donc je vous parle maintenant donc, je retiens, vous savez que le kilowattheure, c'est le kilowattheure économisé, c'est le kilowattheure le plus vert, c'est celui-là qui consomme le moins. Naturellement, je vais vous parler d'un des 4 R que vous connaissez très bien, là, réduire, réutiliser, recycler, repenser. Donc, je vais vous parler du premier R qui m'apparaît pour moi le plus important, réduire. Juste vous dire que le potentiel d'efficacité énergétique au Québec, c'est une approche tout autant économique qu'énergétique. C'est un chantier immense. Donc, d'ailleurs, il y a eu un article dans la presse le 22 février dernier sous la plume de Bertrand Schepper et Jean-Pierre Finet qui ont soulevé cette question-là. Je vous invite à aller voir cet article-là d'un grand chantier en efficacité énergétique. Je dois vous dire qu'au Québec, je vais essayer de changer ma diapositive. Donc, au Québec, à partir du plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec 2021, ça veut dire qu'il a été déposé dernière preuve en février, Hydro-Québec prévoit avoir besoin de 189 TWh. Des TWh, c'est des milliards de kilowattheures. Il va y avoir un peu de chiffres dans ma présentation. Donc, prévoit avoir besoin de 189 TWh, dont 69 TWh dans le secteur résidentiel. Et je vais m'attarder à ce secteur-là particulièrement. Le tarif, en fait, dans le secteur résidentiel, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important, c'est à peu près 8,2 cents du kilowattheure. Ça dépend, là, vous savez que notre tarif se sépare en deux. Là. Il y a une partie pour les 40 premiers mégawatts, puis une autre partie, puis un autre tarif pour les autres mégawatts. Mais si vous prenez, facile à calculer, prenez votre facture annuelle divisée par le nombre de kilowattheures, ça va vous donner le prix de votre kilowattheure moyen. Donc, au Québec, en général, c'est 8 sous,2 à peu près. Prends une hypothèse de 10 d'économie d'énergie. En fait, je vous expliquerai un peu plus tard que c'est plus qu'une hypothèse. Ça a été une démonstration qui a été faite dans le passé. 10 d'économie d'énergie, c'est facilement atteignable dans le domaine résidentiel. Donc, on parlerait à ce moment-là d'une économie potentielle de 6 milliards 900 millions de kilowattheures. C'est des gros chiffres. Hein? Des fois, on vient mêler avec les gros chiffres. Il y en a tellement maintenant. Il y a des lotos avec des gros chiffres. On ne s'y attarde plus. C'est important de s'y attarder. C'est des gros chiffres, c'est important. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça générerait si les gens économisaient leur énergie 10 du temps, écoutez, ça générerait au Québec 565 millions d'économies en argent, un demi-milliard que les citoyens économiseraient sur leur facture d'énergie, argent qu'ils pourraient remettre dans le cycle de l'économie peut-être plus locale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on représente à peu près 3,5 de la consommation du Québec. Donc, chez nous, ça voudrait dire à peu près 23 millions d'économies en argent si les gens économisaient 10 de leur énergie électrique. C'est important, c'est de l'argent, 23 millions par année, c'est retourné dans l'économie parce que les gens ne l'envoient pas à Hydro-Québec, donc le dépensent. C'est de l'argent que les gens ont dans leur poche et peuvent dépenser dans l'économie locale et participer au développement local. C'est de l'argent neuf. On en cherche de l'argent neuf dans les régions. Tout le monde en cherche. Ben là, en voilà de l'argent disponible
qui pourraient rester dans la région et servir à des développements, entre autres, des développements qui seraient plus verts. J'ai comme un petit rêve, là, je vous le partage. Là. Ce qui serait le fun, c'est que si jamais on décidait de faire ce chantier-là, au lieu que chaque économie reste dans chacun des ménages, on pourrait penser peut-être convaincre la population de prendre cette économie-là et de l'agréger, faire une agrégation de l'argent dans un fonds régional. Et là, on aurait peut-être là un moyen de soutenir des initiatives, des entreprises plus vertes dans tous les domaines chez nous. Je vais juste vous rappeler, dans le domaine énergétique, c'est important de s'en rappeler, les compagnies, eux autres, quand ils dépensent de l'énergie, quand ils payent une facture d'électricité, c'est déductible d'impôt. Hein? C'est avant impôt. Ça passe dans leurs dépenses. Nous autres, les citoyens, n'oubliez jamais que nous autres, c'est après impôt qu'on paye notre facture d'électricité, avec la taxe en plus. Hein? Parce qu'il faut voir qu'il y a une taxe de plus sur notre facture d'hydroélectricité. Et les montants dont je vous ai parlé, ça inclut la taxe, parce que la taxe, elle sort de la région, c'est un flux sortant. C'est directement pris sur votre salaire, votre facture d'énergie, donc c'est du net. En 1995, là, j'ai oublié de vous changer de diapositive. Donc, en 1995, lors du débat public sur l'énergie, on avait proposé exactement ce que je viens de vous conter là. On a proposé ça au débat public sur l'énergie. On a créé une entreprise qui s'appelait Negawatt, qui a, à petite échelle, réalisé des projets à base communautaire d'efficacité énergétique dans 3 régions, une à Montréal, une au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une à Québec, dont celle de Québec qui était soutenue en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, on a démontré que le 10 % dont je vous parle, là, on l'a dépassé. On a dépassé ce 10 % en faisant de l'intervention communautaire. Donc, ce qui est assez tannant, c'est que même après avoir fait tout ça, après 26 ans, aucun chantier n'a été entrepris par le gouvernement. C'est une ressource pourtant accessible, très rentable. Et imaginez, puis là, je vous laisse sur ce chantier-là, parce que moi, je ne le prendrai pas, ce chantier-là, mais imaginez si on faisait la même chose avec notre facture d'énergie pétrole. Si on économisait 10 % de notre consommation d'essence au Québec, mais aussi dans les régions, ça redonnerait encore de l'argent local, ça permettrait de dégager des sous qui resteraient encore plus vrais pour le pétrole parce qu'on sait que la fourniture vient souvent de l'extérieur du Québec. Je vous laisse le dossier du pétrole, je vais essayer de continuer à m'occuper du dossier de l'électricité. Je me permets un petit éditorial maintenant. Je me le permets parce que j'ai été parmi les instigateurs d'un partisan de la protection de la magnifique rivière Ashwamouchouane qu'Hydro-Québec voulait emmacher, notre société d'État, hein, Hydro-Québec, c'était nous autres, voulait emmacher en dépensant 44 millions dans les années 80-90 pour pouvoir produire de l'hydroélectricité. Et mon éditorial, c'est pour vous dire que l'hydroélectricité, c'est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement sans conséquences. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les effets de l'hydroélectricité au Québec, par exemple. Et ça, cette imagerie est tirée d'un documentaire qui a été produit par Jean-François Vallée, Castor Inc., que je mettrai le lien dans le chat. Si vous voulez vraiment comprendre les conséquences des réservoirs et des dérivations de rivières, vous pourrez le constater dans ce petit documentaire-là. Au Québec, presque tout ce qu'il y a de grande étendue d'eau, c'est des réservoirs. Vous avez la carte, là. Je pense que c'est intéressant de s'en rendre compte. Donc, c'est presque tous des réservoirs, sauf le lac Mistassini, là, qui est une grande étendue d'eau, qui n'est pas un réservoir encore. Il y en a même qu'on appelle encore des lacs, mais finalement, c'est des réservoirs. Puis je suis bien placé pour vous en parler. Le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, on dit que c'est le lac Saint-Jean, mais c'est un réservoir aussi.
Et si on regarde, si on les mettait tous ensemble, là, ces réservoirs-là, ça représenterait 62 fois l'île de Montréal en termes d'étendue de territoire. Ça veut dire qu'on a inondé 22 fois l'île de Montréal. Et là, ça ne comprend pas les 3 réservoirs de la Romaine qui ont été ajoutés depuis ce temps-là. C'est 33 000 kilomètres de ligne au Québec sans la nouvelle ligne Nicoya-Saguenay. Donc, écoutez, je voulais vous en parler, je voulais vous sensibiliser. Il y a des limites aux rivières. Bon, si jamais on les emménage toutes les rivières, à un moment donné, il faudra bien y réfléchir à trouver des alternatives. Pourquoi on ne trouve pas les alternatives maintenant et qu'on ne conserve pas nos rivières? Fin de mon éditorial. Je vous ai parlé d'utiliser l'électricité à bon escient, de façon appropriée, d'avoir un bon usage. Je vais vous parler maintenant d'un très mauvais exemple d'utilisation de l'hydroélectricité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 5,6 TWh? Je vous remets encore des TWh, c'est des milliards de kilowattheures. En fait, c'est ce que consommerait tout le projet GNL, l'usine et le gazoduc ensemble, consommerait 5,6 TWh. C'est l'équivalent de 280 000 maisons, résidences. Dans le contexte actuel, en fait, GNL Québec propose d'installer une usine qui aurait besoin de 550 mégawatts de puissance. C'est important, il y a une petite nuance puissance-énergie, là, je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais en énergie, ça représenterait 4,6 TWh pour l'usine de Saguenay. Donc, on utiliserait 4 milliards de kilowattheures pour liquéfier du gaz sale qui vient de l'Alberta. C'est l'équivalent, c'est sûr que les gros montants, les gros chiffres, on ne sait pas à quoi ça référence, mais ce 4,6 TWh-là réfère à 2 tiers de la production de la Romaine, des nouvelles installations sur la Romaine. Donc, ce n'est pas rien. C'est 2 fois la production de la Péribonka, du barrage d'Hydro-Québec sur la Péribonka. Ce serait l'équivalent presque l'équivalent de la ville de Laval en termes de consommation. Donc, c'est important. En plus de ça, il y a le gazoduc qui vient de nous annoncer qu'il voudrait utiliser l'hydroélectricité aussi pour alimenter le compresseur qui pousse leur gaz dans le tuyau. Il nous rajoute un autre térawattheure de plus de consommation pour pousser le gaz dans le tuyau à partir de l'Ontario jusqu'à Saguenay. Écoutez, ça représente juste ce térawattheure-là, ça a l'air de rien, C'est quand on voit mais c'est 1 milliard qu'on parle. 1 milliard, ça représente le tiers de la consommation des résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est hallucinant. C'est des chiffres mirobolants. Devinez qui fournirait ça, l'électricité. Avez-vous une petite idée? Ah oui. Vous le savez, c'est Hydro-Québec qui fournirait l'électricité pour ces 2 entreprises-là. Le problème qu'on a, je n'ai pas changé la diapositive, voilà. Excusez-moi, le problème qu'on est rendu au tuyau, puis là, on est rendu qui fournirait de l'électricité. Donc, le problème, c'est qu'en ce moment, dans le plan d'approvisionnement qui vient d'être déposé à la régie, le dernier volet vient d'être déposé en février, c'est qu'il n'y aura plus d'énergie disponible en 2027. Les grands surplus énergétiques qu'on pensait qu'on avait, il n'y en a plus. Puis là, l'Hydro-Québec nous dit qu'il n'y aura plus d'énergie pour fournir à GNL Québec, ni pour son usine, ni d'ailleurs pour son tuyau, ni pour le gazoduc. Donc, c'est un très gros problème qui vient d'être soulevé, étant donné qu'en plus de ça, si jamais il fallait produire de la nouvelle énergie, c'est ça, si jamais on voulait les alimenter, il faudrait produire de la nouvelle énergie, donc investir dans des nouveaux approvisionnements. On sait que ces entreprises-là vont payer aux alentours du tarifel à 5
5 sous le kilowattheure avec la puissance, l'énergie et la puissance ensemble. Et Hydro-Québec, dans son plan d'approvisionnement, dit qu'en 2030, ça va coûter 11 sous. Le coût évité pour réavoir de l'énergie, ça va coûter 11 sous. C'est absolument hallucinant. Ça voudrait dire que pour alimenter GNL, il faudrait construire des nouveaux équipements. Et en plus, c'est l'Union des consommateurs, vous avez peut-être dû voir ça, ont fait une analyse et ils ont démontré que ça pourrait engendrer presque 300 millions d'écarts de revenus pour Hydro-Québec et des tarifs augmenteraient de 2,1 pour tous les clients à partir de 2030. Donc, voilà une façon tellement abominable d'utiliser notre hydroélectricité, particulièrement parce qu'on liquéfierait du gaz sale de fracturation qui vient de l'Ouest canadien. En plus, je termine là-dessus, et en plus, la société en commandite, là, qui est une société en commandite propriété de milliardaires américains, qui possèdent les deux entreprises qui veulent faire l'usine, donc GNL Québec et Gazoduc. En plus, il ne serait que des passeurs de gaz. C'est une entreprise qui serait que des passeurs de gaz. Ils ne produiraient rien. Ils ne vont rien produire, ces gens-là. Ils vont juste prendre du gaz de l'Ouest, ils vont le transporter dans le tuyau, ils vont le rendre le plus petit possible en le liquéfiant pour les mettre sur les bateaux pour l'envoyer en Europe. Ce n'est que des broker-dealers. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais les actionnaires américains comprennent, nous autres. Qu'est-ce que c'est un broker-dealer? C'est un intermédiaire, quelqu'un qui ne fait que passer. Je ne vous ferai pas d'analogie avec les passeurs de drogue, mais ça me tenterait. Je termine là-dessus parce que là, je m'écarte un peu. Là, je suis désolé, c'est peut-être le militant qui s'enflamme un peu. Je voudrais faire un petit clin d'œil si vous avez vu les différentes images puis la présentation que je n'ai pas réussi à vous montrer à la vitesse où je parlais. C'est grâce à Adrien Guilbert Barthès, qui est notre coordonnateur, qui a tout monté de petites vidéos en termes sur la forme. Ça fait que donc, je le remercie. Et je serai disponible pour des questions. Puis merci d'avoir été attentif à mes propos, tous et tous. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation. Hop. Donc, effectivement, on s'aperçoit que le projet GNL Québec consommerait énormément d'électricité, tu l'as très bien expliqué, alors que cette hydroélectricité-là pourrait tout à fait nous servir beaucoup plus intelligemment pour des projets justement beaucoup plus adaptés à la transition écologique et sociale. On peut penser par exemple justement à tous les chantiers qu'on va devoir établir dans le futur d'autonomie alimentaire par exemple. On pourrait se servir de cette hydroélectricité-là pour chauffer des serres. Ça a déjà été évoqué, d'ailleurs notre gouvernement même en parle. Bref, à l'heure où il va falloir électrifier l'entièreté de notre économie, évidemment le premier chantier à faire, c'est évidemment celui de l'efficacité énergétique, ça c'est clair, mais après, chaque kilowattheure produit devra être évidemment utilisé à bon escient et non gaspillé pour produire, en tout cas verdir une énergie sale. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les panélistes pour cette présentation. Le temps file, mais on va se donner quand même un petit peu quelques minutes pour répondre à quelques questions. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, une première question, déjà peut-être pour Yann, de la part de Anne-Marie Chaplot, qui est membre de Maires au Front Saguenay, qui disait, mais les maires au front aussi veulent éventuellement s'impliquer dans les élections municipales. Est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec le Grand Dialogue, par exemple? Ben, je pense qu'on va en jaser, là, mais absolument, oui, on va s'échanger nos courriels, puis on va faire tout ça. Puis je tiens comme à dire que l'objectif du Grand Dialogue n'est pas de centraliser toutes les différentes initiatives, mais bien d'être capable d'assurer une espèce de leadership du milieu, c'est-à-dire être capable de prendre l'information puis la redistribuer convenablement, puis de pouvoir faire participer plein de gens. Fait que Maire au front, là, on va se reparler, c'est certain, puis on va trouver une manière de collaborer parce que les élections municipales, c'est un super enjeu.
Merci beaucoup. Autre question qui s'adresse à René, une question assez très intéressante et assez, on va dire, frontale. Mais la transition est-elle trop douce en vue de l'urgence climatique? Ben, c'est évidemment oui, elle est évidemment trop douce et parfois, comme j'essayais de l'expliquer durant ma présentation, ce qu'on appelle transition, c'est canalisé dans des directions qui ne contribuent pas tant que ça à affronter les crises actuelles, surtout du point de vue écologique. Alors, et vous parlez d'urgence climatique, mais je pense qu'il faudrait élargir un petit peu pour parler d'urgence environnementale de manière générale, la chute de la biodiversité, la pollution des océans, de l'eau. Bon, l'ampleur du défi est tellement énorme que je pense qu'on ne pourrait pas dire que la transition est assez rapide actuellement. Et voilà, c'est pour ça que je milite pour une approche peut-être ferme qui inclurait une planification économique fondée sur la notion des limites planétaires. Merci beaucoup René pour cette réponse courte et claire à une question très vaste. Une question peut-être pour Jean. Pourquoi Hydro-Québec a récemment contracté des contrats long terme en fourniture d'énergie avec les USA si l'on manquera d'énergie à court terme au Québec? C'est une question à 100 $. Écoutez, c'est une question de gouvernance à notre société d'État. Puis je pense qu'on a perdu le contrôle de la gouvernance de cette société d'État-là. Il aurait fallu qu'on garde cette énergie-là pour nous. J'imagine que c'est une décision que financière qui est sous-tend cette décision-là d'exporter autant d'énergie. Peut-être aussi que c'est une façon indirecte de nous obliger à être encore fournisseurs de nouveaux équipements de production, soit éoliens, soit solaires, mais aussi peut-être hydroélectriques. Et c'est là où ça me fait peur, c'est qu'en constatant qu'en 2027, il n'y aura plus assez d'énergie pour notre consommation à l'intérieur. C'est très inquiétant pour les rivières du Québec. Si j'étais une rivière, je m'inquiéterais énormément. Vous savez que sur la haute Côte-Nord, on a harnaché la Romaine. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose là, qui ne marche pas dans l'affaire parce que la biodiversité, l'avenir de notre prochaine génération repose sur l'équilibre de la biodiversité. Et je pense qu'il va falloir en laisser quelques-unes des rivières trouvant des limites. Fait que là, ça, c'est inquiétant. Puis vous avez raison, c'est une décision qui est inacceptable. Autre question, toujours sur Hydro-Québec. N'est-ce pas trop décourageant pour le résidentiel de faire des efforts si le secteur industriel n'en fait pas? J'ai envie de dire, c'est une question aussi qui pourrait être élargie, là, jusqu'à la transition, jusqu'à quel point l'individu doit faire des efforts versus aussi l'industriel et le politique, là. Mais restons sur HQ déjà. Oui, en fait, avec Négawatt, on a opéré pendant 22 ans. On a fait 35 000 visites dans les maisons, vraiment des visites individualisées. Et je dois vous dire que oui, c'est vrai que c'est difficile des fois de convaincre les gens parce que les entreprises consomment beaucoup plus. Mais ils réalisent aussi quand on les rencontre, qu'on leur explique qu'ils ont un intérêt personnel à économiser parce que ça diminue la facture. Et quand ça diminue la facture, c'est toujours de l'argent net, c'est toujours pris sur la paye nette, la facture d'Hydro-Québec. Et il y a là un intérêt là, à deux échelles. Il y a un intérêt économique pour le citoyen, puis il y a un intérêt pour la société parce qu'il dégage un kilowatt, des kilowattheures, des mégawatts qu'on appelle, pour l'usage à d'autres fins. Donc, c'est intéressant. Je pense que s'il y avait un chantier, vous lirez l'article dans la presse, c'est intéressant. S'il y avait un immense chantier au Québec, plutôt qu'un chantier de béton, un chantier humain, et moi, j'ai toujours dit aux gens, il y a des rivières de maisons. On a fait un projet à Laval, puis je vous dis, on avait rencontré le conseil municipal, puis je les avais dit, vous n'avez pas de rivière chez vous, hein, mais vous avez des rivières de maisons. Harnachez vos maisons. Ça avait poigné, puis je vais vous dire que ça marche. Mais là, le problème, c'est que ça prend une volonté politique de faire un programme national. Puis là, on est confronté un peu avec le vendeur qui va
essayer de moins vendre. Hein. Vous savez, c'est comme si on demandait, Hydro-Québec est un peu en conflit d'intérêt dans l'efficacité énergétique parce que c'est comme demander à une compagnie de cigarettes de faire de la publicité pour arrêter de fumer. Tu sais. Belle image, vraiment, qui va conclure un peu pas mal notre de ce soir. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous, chacun et chacune. Peut-être juste finir en vous tenant un peu au courant de justement où on en est au niveau de GNL Québec. Les prochains jours vont être assez déterminants. Nous attendons la publication du rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement dans les prochains jours. Il doit être déposé au ministre de l'Environnement le 10 mars et rendu public par la suite. Nous vous invitons évidemment à vous tenir au courant. Suivez les différentes pages Facebook là, de la Coalition Fjord, Nature Québec, Équiterre, Greenpeace, bref, Fondation Suzuki. Un peu toutes les organisations suivent ce dossier-là. Ça va être important de se mobiliser, évidemment, de répéter, peu importe, j'ai envie de dire, le résultat du BAP, que ce projet-là n'a tout simplement aucun sens dans le cadre justement de la transition écologique et sociale que nous voulons mettre en place. Donc, on compte sur vous pour vous mobiliser. Encore une fois, suivez-nous et nous vous souhaitons une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous. Au total, on a été plus d'une centaine de personnes ce soir, même 115 au maximum de la soirée. Donc, bravo. Merci encore. Bonne soirée tout le monde.